Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 61e webinaire Parlons RH. Nous sommes le 23 juin, il est 11 heures précises. Je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire ce matin sur le thème du talent management. Talent management, faites des enjeux humains, des enjeux stratégiques dans votre entreprise, et même on pourrait dire pour votre entreprise. Pour parler de ce sujet avec vous ce matin, j'ai le plaisir de recevoir un expert de cette thématique en la personne de Thibaut Villon, cofondateur et Chief Operating Officer de la société Elevo. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là avec nous à deux titres. D'une part, pour nous partager ton expertise et puis d'autre part, je sais que tu as vécu un événement heureux récemment et que tu as réussi à te libérer. Merci beaucoup pour cela, d'être présent avec nous. C'est avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et soyez encore une fois les bienvenus à ce webinaire. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin? Bien sûr, de talent management, mais Thibaut va nous décrire ce dont il va nous parler dans un premier temps. Voilà, on a 3 temps forts dans les webinaires Parlons RH. Donc, la première, c'est de circonscrire le sujet pour qu'on parle tous de la même chose. Dans un deuxième temps, on verra en quoi justement la dynamique de talent management qu'il va décrire dans le premier temps est importante, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Et puis dans un troisième temps, on verra beaucoup plus pragmatiquement, opérationnellement, comment faire, quel est le champ d'action, puis surtout quelles sont les étapes par lesquelles passer pour s'assurer du succès de la démarche. Vous pouvez, vous devez même poser vos questions au travers de l'espace à questions en bas à droite. Et vous avez un espace de chat que vous pouvez aussi utiliser. Je vous invite d'ailleurs à le faire dès maintenant pour vous présenter et juste se faire un petit coucou. On est des animaux sociaux et je pense qu'on a besoin tous en cette période de relations sociales fortes. Donc, n'hésitez pas à dire bonjour, coucou et à vous présenter votre fonction et votre entreprise dans la boîte de chat. Mais les questions, les retours d'expérience et les commentaires, encore une fois, n'hésitez pas. Thibaut est là pour vous sur la partie questions. Le webinaire durera 45 minutes, donc encore 43 minutes, et vous pourrez télécharger la présentation à l'issue du webinaire. Voilà pour la partie contextuelle et opérationnelle. Et avant de commencer par cette première question, Thibaut, de quoi vas-tu nous parler ce matin? Est-ce que tu peux nous parler de toi et nous parler d'Elevo, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et puis par extension, par prolongation, qu'est-ce que Elevo et d'où ça vient? Une bonne question, multiple, j'ai l'impression déjà. Ah, déjà 4 questions. C'est bien. Donc moi, je suis Thibaut, je suis cofondateur chez Elevo. C'est une société que j'ai créée avec mes associés il y a maintenant un peu plus de 5 ans. J'ai un parcours, donc c'est une société dans les HR Tech, comme vous en doutez. On est une plateforme de gestion de la performance, développement des talents, de feedback. Donc on adresse plein de cas d'usage au sein de l'entreprise. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Notre plateforme en plus s'étend de jour en jour sur la formation, sur le talent mapping, etc. Moi, à titre personnel, du coup, moi, je viens du milieu de la tech. Je suis ingénieur de formation. Voilà, j'ai bossé 6 ans chez les GAFA, d'abord chez Apple, puis chez Google, vraiment project manager, technique, etc. Et j'ai toujours été passionné par ces sujets, people et ces sujets de management. Mais justement, comment est-ce qu'on tombe dans le bain de la RH quand on est ingénieur? Ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, tu n'as pas un parcours RH, tu as un parcours d'ingénieur. Tout le monde peut faire de la RH? C'est ouvert à tous? Alors, c'est une très bonne question. La RH devrait être ouverte à tous. Elle nécessite de travailler, de l'apprendre, etc. C'est pas un sujet qui est forcément facile. Pour autant, ça ne devrait pas être un sujet qui est réservé à des gens qui ont fait des études RH. D'ailleurs, on voit de plus en plus dans les sociétés les managers impliqués sur les sujets RH. C'est important. Moi, comment je suis tombé dedans? Tout simplement parce que ces sujets-là, en tant que manager, m'ont beaucoup passionné. J'ai vu l'impact que ça pouvait avoir dans des sociétés où on mettait l'accent très, très fort sur les moments d'échange, sur les moments RH et sur le développement personnel des collaborateurs. Et j'ai surtout vu en fait l'impact que ça avait sur moi personnellement, l'impact que ça avait sur les équipes et l'impact au final sur l'entreprise en fait. Et donc c'est vraiment ce constat qui m'a donné envie de démarrer Elevo.
c'est de dire que on est sur une matière en fait qui est au centre, au cœur de l'entreprise et qui c'est les cœurs et les poumons de l'entreprise en fait, les collaborateurs. Et donc je voulais vraiment pousser là-dessus, quoi. On est déjà dans le sujet, en fait, d'une certaine manière. En fait, c'est ton expérience que tu as voulu faire partager au travers. Je peux te donner une anecdote d'ailleurs, qui est assez marrante. Moi, quand j'ai commencé aux États-Unis. Donc les mentalités sont différentes, tout est super, tout est awesome et tout ça. Cependant, moi, mon premier souvenir d'entretien individuel, c'était super, ça va être un moment, je vais pouvoir discuter avec mon manager, je vais pouvoir me projeter. Et j'apprenais des millions de choses en fait sur moi, sur la boîte et sur plein de choses. J'attendais ce moment avec impatience. Et moi, je pensais que c'était ça en fait, l'entretien individuel, pour tout le monde, partout. Et quelle était ma surprise quand j'ai parlé à mes potes et mes amis en France qui ont eu des expériences un peu différentes. Et du coup, en fait, voilà, c'est cette différence-là. Et en fait, je pense qu'on n'est pas si différents. Il y a des cultures américaines, des cultures européennes, certes. Pour autant, ce qu'on peut faire avec les moments d'échange, on peut aller vers les mêmes ambitions, quoi. Et ce que tu as vécu aux États-Unis, c'est ce qu'on retrouve dans Elevo en termes de périmètre fonctionnel, parce que tu as évoqué une plateforme de gestion de la performance et tu as utilisé un autre mot après, juste pas de développement des talents. De développement des talents, une matching ou non, talent mapping. Ça, c'est comment on va identifier au sein de son entreprise les hauts potentiels, les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes qui vont vouloir faire de la mobilité, comment, etc. C'est comment on comprend ses collaborateurs surtout. Formation, compétences, gestion des entretiens, on peut dire que c'est le périmètre d'Elevo. Exactement. Donc, on est vraiment sur la gestion de la performance, développement des collaborateurs. Et tu as évoqué, ça fait 5 ans que vous existez, est-ce qu'on peut vous qualifier de start-up? Alors, absolument sur la vitesse de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on double notre parc client tous les ans. Sur la vitesse de nos innovations, on sort des nouveaux produits tous les ans qui sont très impactants. Pour autant, vis-à-vis de nos clients, on est des vrais partenaires de confiance. On a certains de nos clients qui sont arrivés dans les premiers, ils sont encore là depuis 5 ans. On a su installer dans un esprit d'innovation et de start-up une stabilité et une confiance auprès de nos clients qu'on retrouve assez rarement. Et donc ça, on en est fiers et on travaille vraiment sur un esprit d'une entreprise qui est mature, mais qui se développe vite quand même. Donc plutôt up que start en fait. Exactement, on est. Je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire, plutôt up que start. Ça veut dire plutôt. Oui, pardon. C'est-à-dire que vous avez 5 ans, donc ouais. Vous commencez pas en fait. Hein, vous avez une forme de maturité. Tu as utilisé les mots de maturité, de stabilité, de pérennité. Exactement. Donc c'est pas tout fou, mais up dans le sens de développement et d'innovation. Exactement. On continue d'aller vite, on continue d'innover très fort. Pour autant, aujourd'hui, on a une maturité qui nous permet d'accompagner des entreprises de 5000 personnes, qui nous permet aussi d'être des vrais partenaires de confiance, où on a de l'impact auprès de nos clients. Et donc voilà, en tout cas, on sait ce qu'on fait, ça on peut le dire. Ok, 2 petites questions encore sur Elevo très rapidement, parce que tu viens de l'évoquer. En fait, tu as évoqué 2 choses, les clients et le produit. Juste le produit en 2023, c'est quoi votre roadmap? C'est quoi le nouveau pan fonctionnel? Je ne sais pas si c'est les bons termes. Qu'est-ce que vous prévoyez? On a plusieurs produits au sein d'Elevo, qui est notre plateforme. On a évidemment tout ce qui est la gestion des entretiens, on a la gestion du feedback 360, les objectifs personnels. On a sorti depuis 1 an maintenant la gestion des demandes de formation et du plan de formation, un axe assez essentiel dans le développement des collaborateurs. Et cette année, on sort un nouveau module autour du talent mapping. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on aura l'occasion de revenir, je pense. D'accord. Et sur les clients, c'est quoi le client type? Vous adressez plutôt un secteur d'activité, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes internationaux? Alors, est-ce qu'il y a un peu une caractéristique? On a la chance d'être sur un sujet qui est assez secteur agnostique, c'est-à-dire que le sujet RH, on le retrouve partout. Donc nous, nos clients, on est sur tous les secteurs, de la tech au bancaire, assurance, on est même dans le retail. Et sur la taille des entreprises, en fait, ce sujet naît très vite et reste présent tout le temps. Donc en fait, notre plus petit client aujourd'hui, il fait 35 personnes. Notre plus gros, il fait 5000 personnes. Et on a un spectre assez large.
et on sait très bien aujourd'hui servir l'ensemble des clients à l'intérieur de ce spectre. D'accord, donc allez, entre 500 et 5000, entre 50 et 5000 pour. Aujourd'hui, c'est notre cœur de cible. Pour autant, on est en train aussi, dans notre démarche d'évolution d'entreprise, d'aller travailler avec des clients de plus en plus gros. Donc voilà, d'ici quelques mois, Elevo, on travaillera avec des clients, 10 000 personnes, 15 000 personnes. C'est aussi la démarche qu'on prend. Ok, marche par marche, ça exprime bien la progressivité de votre dynamique. Allez, dernière question quand même, ça m'intéresse, et je suppose, j'espère en tout cas que ça intéresse l'audience. Je me fais le porte-parole de la centaine de participants. Souvent en startup, on a un modèle qui est très scalable, comme on dit, c'est-à-dire qu'on développe beaucoup la partie tech et la partie commerciale, mais la partie service est parfois le parent pauvre parce que en fait, il est pas, on peut pas il n'y a pas d'économie d'échelle en fait. Pour X clients, il y a besoin d'une personne en face. Quelle est votre pondération, si je puis dire, ou votre appréhension de ce sujet de la notion de service et d'accompagnement de vos clients? Ouais. Une très bonne question. Nous, en fait, c'est moi qui me suis occupé des clients quand on a lancé la startup, donc c'est un sujet qui est très proche de moi. Aujourd'hui, on a une équipe assez nombreuse, ça représente plus de 15% de nos effectifs, notre service client et accompagnement, qu'on appelle les Customer Success. Parce que chez Elevo, ce qu'on vend, c'est non seulement un produit, mais c'est surtout la réussite d'un projet, en fait. Et on va en parler après, de l'importance, en fait. C'est bien beau de faire des entretiens, d'avoir un outil, etc. Ce qui est vraiment important, c'est que ce soit un succès et qu'il y ait des vrais moments d'échange. Et donc, nous, c'est ça qu'on vous vend et c'est ça et donc, on a beaucoup investi sur cette partie accompagnement client. Alors, merci. Il y a déjà 2 questions. Merci à Flavia et Clément. Je vais prendre une question, et puis la question de Flavia, par exemple, et j'adresserai en fin de webinaire la question de Clément. Flavia te pose la question, est-ce que vous avez aussi des clients internationaux? Oui, exactement. On a des clients, on a à peu près 30% d'usage en dehors du territoire français. On a des clients un peu partout en Europe. Et on a aussi surtout d'usage, on équipe aussi des multinationales, évidemment, avec des bureaux partout dans le monde. Donc Flavia, la réponse est oui. Clément, je n'oublie pas votre question et on la reprendra plutôt à la fin pour rentrer dans le vif du sujet et tout de suite justement dire de quoi vas-tu nous parler? Fonction RH égale fonction stratégique. Ouais. Slide très simple pour une idée simple mais puissante. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur ce constat. Ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà entendu et je pense que vous le vivez au quotidien, c'est qu'on a complètement abandonné l'idée que la fonction RH est une fonction support au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cœur et le poumon de l'entreprise, les collaborateurs. La fonction RH est stratégique à de multiples regards. Elle est stratégique quand elle arrive à travailler aujourd'hui pour préparer demain et pour s'assurer du bon fonctionnement de l'entreprise, de l'évolution de celle-ci. Ça passe aussi par l'évolution des collaborateurs, etc. Pourquoi c'est important d'en parler et d'en parler fréquemment? Parce que aussi, la fonction RH, il reste quand même toute une quantité de services à faire sur le légal, le juridique, sur l'accompagner au jour le jour. Et souvent, on se fait prendre un peu dans ce tourbillon du day-to-day. Et il ne faut pas oublier, en fait, d'un petit peu prendre du recul, que la fonction RH, il faut vraiment la penser, c'est la direction RH. C'est une direction au sein de l'entreprise. Et donc, moi, je me fais l'avocat sur ce sujet aujourd'hui. Évidemment, il n'y a plus besoin de convaincre les DRH et les RH de ce sujet. Parfois, il reste quand même à convaincre les directions des entreprises, les dirigeants. Et ça, en fait, nous, on le voit chez nos clients, plus les dirigeants sont dans cet état d'esprit, plus cette communication sur l'importance de la fonction stratégique des RH est partagée par la direction et par la direction RH, plus l'entreprise, en fait, va pouvoir progresser rapidement et se développer. C'est assez incroyable, en fait, la corrélation qu'on voit sur ces deux choses. C'est intéressant, c'est l'expérience de terrain là qui parle, qui dit, mais nous, les DRH sont évidemment convaincus de ce positionnement, de ce rôle stratégique de la fonction. Mais vous avez une espèce de vocation, si je comprends bien, d'acculturer l'équipe de direction à cette mission. Et c'est pour ça que nous, on ne s'adresse pas que à la fonction RH. D'ailleurs, quand on a lancé Elevo, on s'est toujours dit, aujourd'hui, on va développer un logiciel RH. Pour autant, il est important que tous les personas au sein de notre logiciel soient servis au même niveau de qualité.
que ce soit les RH, que ce soit les managers, que ce soit les collaborateurs et que ce soit les dirigeants. Et en fait, comme dans le propos liminaire, on en a parlé, il est important que les RH soient un sujet de tous. Le sujet humain dans l'entreprise, c'est un sujet de tous. Les RH, en fait, sont des facilitateurs pour le reste de l'entreprise, sont ceux qui vont mettre la direction, qui vont créer, en fait, les chemins qui sont possibles de prendre sur ces sujets de ressources humaines. Mais il faut absolument impliquer tout le monde. Ça allait être ma question, en fait. Alors, tiens, est-ce qu'on peut revenir sur la notion de stratégique et en fait d'acteurs ou de personnes cibles? C'est-à-dire que, allez, qu'est-ce que stratégique? J'ai compris que c'était l'anticipation, mais le day-to-day est aussi important. Première question, je te les livre comme ça rapidement. Ouais. Deuxième question, et je vous invite, vous qui êtes en ligne aussi, à poser des questions, hein, n'hésitez pas. Thibaut est là pour vous. Qui est concerné par la démarche et qui sont les acteurs de la démarche? Tu l'as évidemment un petit peu évoqué là, mais on peut revenir dessus 2 minutes. Et quel est le périmètre dont on va parler, en fait, le périmètre métier? Parce que la fonction RH stratégique, le day-to-day, c'est large, quoi. Oui, exactement. 3 questions. 3 questions qu'on a plus ou moins abordées déjà. Oui. Donc, ce que je disais, l'importance d'impliquer la direction globale de l'entreprise, parfois les sous-directions aussi dans les grandes entreprises, d'impliquer évidemment les RH à tous les niveaux. Ce sujet de fonction stratégique, il est partout. Il y a un driver, ça reste le DRH avec son équipe proche qui doit prendre ce sujet en main et qui doit pousser les sujets et qui doit aller chercher les sponsors au sein de l'entreprise pour s'assurer qu'il y ait des relais. En tant que DRH, si demain vous mettez en place une stratégie, vous ne pourrez jamais l'appliquer avec force parce que sinon ça va juste passer un peu comme ça va passer à côté. Il faut absolument que vous ayez des relais dans l'entreprise pour appliquer quels que soient les changements. Donc là, on parle très méta, hein, assez haut dans nos discussions. On va revenir plus concret sur les périmètres où nous, on a de l'expertise juste après. Juste la deuxième question, c'était qui est impliqué. Oui, mais donc j'en ai parlé. La troisième, c'est OK, on parle de fonction stratégique. Il y a énormément de choses dans le périmètre des RH. On ne va même pas pouvoir les citer là dans les 40 minutes qui nous restent. Moi, aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est vraiment l'aspect communication et échange entre collaborateurs, managers et RH. Mon constat, et notre constat chez Elevo en tout cas, c'est que dans la pyramide de Maslow, que sont les besoins, les choses qu'il faut mettre en place pour avoir une fonction RH qui est stratégique, la base de cette pyramide, c'est de s'assurer qu'il y ait les bons échanges qui aient lieu dans l'entreprise, que les gens soient au courant, par exemple, des envies, des besoins de développement des collaborateurs, des enjeux spécifiques dans un département, sur la performance, sur l'engagement, et que tout ça, en fait, que ce cercle de compréhension fonctionne bien. Et souvent, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il fonctionne assez mal dans la plupart des entreprises. La direction globale, la direction RH, est parfois un petit peu dans le flou sur ce qui se passe. Les managers ont parfois pas les outils ou pas on va dire, pas le process, le soutien ou la légitimité parfois qui a été inculquée par les process de rentrer dans ces discussions-là, plus de performance, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le sujet en fait sur lequel je pense qu'on va être actionnable aujourd'hui et qu'on va vouloir discuter. Donc, la fonction RH est stratégique au sens où elle doit anticiper et accompagner la direction, l'orientation de l'entreprise. Elle engage le long terme. Ce n'est pas que l'affaire des DRH qui doit être pour autant les leaders du sujet. C'est aussi l'affaire des managers, des comités de direction. À ce titre, ça adresse l'ensemble des parties prenantes. J'essaie de vraiment réduire ton propos. Et au lieu de parler d'un sujet un peu méta, trop presque théorique, conceptuel, on va redescendre à la première marche de la pyramide de Maslow, aux fondamentaux, l'échange et la communication. Ouais. Et cette première marche, en fait, c'est tellement évident. Je veux dire, on en parle dans l'entreprise, mais en fait, la communication, c'est la première marche partout, hein, dans la diplomatie, dans le couple ou ailleurs. Commençons par communiquer. Agnès, merci pour votre question. N'hésitez pas, les autres, à également poser vos questions. Je ne la prends pas tout de suite. On l'adressera là aussi à la fin du webinaire, mais parce qu'elle concerne un périmètre fonctionnel d'Elevo, je voudrais d'abord
qu'on rentre dans le sujet d'un point de vue plus opérationnel, justement, plus pratique, plus opérant. Et justement, en quoi la communication et l'échange est si important? Ça fait une bonne transition avec la phrase que tu faisais juste avant. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on pourrait se dire, finalement, on fait déjà un entretien annuel une fois par an. Ça fait des années, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on a ces process-là en place. Certes, mais process ne veut pas dire réussite de l'exercice. Et du coup, c'est le premier constat. Nous, c'est ce qu'on voit en fait quand on vient aider des entreprises sur ces sujets-là. C'est qu'en fait, il y a deux choses à regarder quand on parle de communication et d'échange. Il y a la forme et il y a le fond. Donc la forme, ça va être quel process, quel outil, etc. Alors ça, évidemment, quand on est sur du papier, quand on est sur... même quand on est équipé, mais que le feedback global des collaborateurs, c'est « j'ai vraiment pas envie d'ouvrir cet outil, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire dans ma journée », on a un problème déjà là-dessus. Après, il y a aussi le fond, qui est quelque chose d'assez important, c'est de quoi on parle, comment on en parle et comment on est amené à en parler. Ce n'est pas des exercices évidents d'avoir des échanges qui sont fructueux dans l'entreprise. Et c'est pour ça en fait que nous on incite en fait à venir sur à la fois le fond et la forme en fait régler ces deux problèmes d'un seul coup. La forme, on sait très bien le faire parce que nous on a l'expérience technologique de créer des outils qui sont engageants, qui fonctionnent bien et qui sont hyper intuitifs. D'ailleurs c'est un prérequis chez Elevo quand on crée de la fonctionnalité. On se demande toujours, OK, mais il faut que les gens puissent utiliser cette fonctionnalité sans être formés. Donc, c'est vraiment le prérequis, c'est on va déployer Elevo sans former les collaborateurs et ça doit fonctionner. Ok, un outil doit être facile à utiliser. Exactement. Voilà. Alors, et agréable. Exactement. Ça paraît bête et méchant. Tous les éditeurs vont vous le dire forcément. La réalité, c'est que moi, je vous propose demander de tester toujours tester les outils que vous mettez en place. Quand vous êtes une direction RH, vous êtes quelques personnes, vos choix vont impacter des centaines de personnes derrière. C'est des centaines d'heures, des milliers d'heures après plusieurs années d'usage. Il faut absolument que votre choix soit passé à l'épreuve d'avoir utilisé l'outil concrètement. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ça marche aussi pour les solutions de gestion des entretiens, de la performance et de la formation. Évidemment, si on a du mal à utiliser l'outil, il est peu probable que... Exactement, qu'on ait des échanges. Et alors, pourquoi donc après, évidemment, le fond, donc là, c'est... En fait, j'invite tout le monde à regarder les questions qui sont posées dans votre entretien. Et de vous poser la question, si je suis un collaborateur, est-ce que cette question, elle va m'apporter un bénéfice? Est-ce que je pense qu'en me posant cette question-là, on va générer la bonne discussion entre un manager et un collaborateur? Et c'est assez surprenant, en fait, parce qu'au fur et à mesure du temps, on est resté basé sur des modèles de questionnaires qui venaient plus de l'administratif, de la conformité, plus que du développer le moment d'échange. En fait, l'entretien individuel, vous pouvez regarder la loi, rien n'impose quoi que ce soit sur le modèle des questions, sur ce qu'il y a à se dire. Et même sur l'entretien professionnel, il y a très peu de choses qui sont imposées. Donc, les sujets sont imposés. Les grandes thématiques sont imposées. Mais la imposées. manière de les aborder, non. Exactement. Et aller sur le site du service public, il y a les rappels de la loi, et vous verrez, c'est très intéressant en fait de voir à quel point c'est succinct. Ça prend 3 lignes, hein, ce qui est dit. Donc moi, je vous invite à ne jamais prendre les modèles de vos OPCO. J'en ai vu beaucoup. Ça fait partie des pires modèles que je connais. Je suis désolé, les OPCO. Et je suis prêt. Travaillons ensemble. Refaisons vos modèles si vous voulez. Et donc, voilà. Mais pourquoi les modèles des OPCO ne sont pas adaptés? Pour les raisons que tu évoques, c'est-à-dire qu'on aborde la chose sous un angle technico-administrativo-légal. Exactement. En fait, on se met dans un aspect de... la question, c'est quand on développe un modèle de question, on doit se dire, mon objectif, c'est de faire en sorte que la bonne discussion ait lieu et que les bonnes informations remontent à la surface. Et aujourd'hui, ce que je vois quand je regarde beaucoup de templates, enfin de modèles, ce que je vois, ce que je lis, ce que j'interprète, c'est que la personne qui a créé ce modèle, elle s'est dit, comment est-ce que je fais pour être en conformité, pour m'assurer que toutes les questions qui devraient être posées le soient, et que cet entretien, je vais pouvoir l'archiver et je n'aurai pas de problème. On n'est pas du tout dans le bon objectif, en fait.
on est complètement en train de passer à côté de ce qu'on veut faire. Et donc là, je reviens un petit peu sur les échanges. Si on règle tous ces problèmes, le fond et la forme, vous pouvez commencer à le faire dès aujourd'hui, parce que la forme, modifier votre questionnaire, ça prend 30 secondes. Je vous invite, on vous mettra un lien en fin de webinaire sur des trames de questions qu'on vous propose, parce que nous, on a développé cette expertise. Et donc, on vous propose plein de modèles de questions réutilisables gratuitement. Une fois que vous avez résolu tout ça, pourquoi c'est vertueux ? Parce qu'une fois que les bonnes discussions elles ont eu lieu, et ben forcément, ça va impacter en fait les décisions qui vont être prises derrière. C'est-à-dire qu'on va mieux comprendre les besoins en formation, les besoins en mobilité, les problèmes des collaborateurs qui sont en quête de plus de sens, ou qui sont moins mobilisés ou engagés. Et ça, en fait, c'est là où on va devenir stratégique. On va plus être dans est-ce que j'ai bien tout mon aspect juridique qui est coché chez mes RH, mais plutôt de je me transforme en coach, je me transforme en guide et je vais être en capacité de faire évoluer mes collaborateurs. Et quand on fait évoluer ces collaborateurs, on est vraiment sur du win-win. C'est-à-dire que vous allez favoriser votre rétention, vous favorisez votre marque employeur, vous favorisez aussi la performance. Et quand vous favorisez la performance d'un collaborateur, c'est la performance de l'équipe, c'est la performance de l'entreprise. Donc en fait, votre ROI, il est très fort à la fin. Il est de combien ? Désolé, hein, je te coupe comme ça direct, dans le sens où, évidemment, qu'il y a, comment dire, passer d'une obligation légale à une acculturation de l'échange communicationnel, c'est-à-dire que les entretiens annuels, ils portent bien et mal leur nom, ce sont des entretiens. Alors, la notion d'entretien, ce n'est pas une notion d'échange. Et puis c'est annuel. En fait, il faut passer des entretiens annuels à des échanges plus réguliers. Je ne sais pas comment les appeler. Je ne sais pas si vous avez une appellation. On peut les appeler les entretiens individuels. Entretiens individuels. Mais déjà, la notion d'entretien, c'est on s'entretient. Moi, je trouve qu'il n'y a pas ce côté à la fois itératif et bijectif, c'est-à-dire être dans les deux sens. Ça marche voilà, c'est une discussion. Vous pourriez s'appeler parlons quelque chose. Non, je plaît. Donc, ça, on voit bien qu'il y a un bénéfice qui est celui presque celui de la modernité. Et tu as évoqué la notion, là, on rentre dans une dynamique stratégique. Mais OK, moi, DRH, si je dois venir, on a dit qu'il fallait aussi, et d'une certaine manière, rentrer dans une dynamique d'éducation du CODIR sur l'intérêt d'avoir ce type de démarche. OK, j'ai besoin d'avoir un ROI, c'est-à-dire besoin d'avoir. Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent ? Est-ce qu'on peut. Voilà, quel est mon bénéfice ? Exactement. Alors, sur les moments d'échange, quand on est purement sur la partie créer les bons échanges et s'assurer qu'on a une bonne communication, on va avoir beaucoup de bénéfices, mais les bénéfices vont souvent être indirects. C'est compliqué de lier directement l'amélioration en fait de la performance de l'entreprise ou des ventes au fait qu'on ait bien fait l'entretien. Pour autant, il est évident qu'on arrive à réengager des collaborateurs en ayant ces bonnes communications. Donc déjà, en fait, sur les ROI, vous allez avoir une réduction du churn employé, une augmentation de la motivation. Alors ça, vous pouvez aller voir toutes les études. Vous allez voir qu'un départ d'un collaborateur, ça coûte quasiment la moitié de son salaire annuel à l'entreprise, tout compris en termes de pertes. Et quand on est sur... c'était quoi le deuxième ? Donc, c'était la perte. Et sur la motivation, pareil, sur la motivation, un collaborateur qui est démotivé, quand on est dans des environnements de travail un peu plus col blanc, en fait, la productivité baisse très, très, très fortement. Et surtout, en fait, on se retrouve, les collaborateurs démotivés, en fait, font le travail qu'ils doivent absolument faire et ils arrêtent de se projeter et de créer et d'être stratégiques dans leur propre travail à eux, en fait. Et donc, ça veut dire que plus vous avez des collaborateurs démotivés, plus votre entreprise est quasiment à l'arrêt, puisqu'elle fait uniquement ce qu'elle est obligée de faire et pas ce qu'elle doit faire aujourd'hui pour préparer demain. Et donc tout ça, c'est un cercle vertueux, parce que ce ROI-là, en fait, vous allez aussi avoir un ROI de marque employeur. Plus vous montrez à vos collaborateurs que vous voulez mettre en place cette discussion, que ça vous intéresse, qu'ils aient l'occasion de dire ce qu'ils ont envie de dire, que ça vous intéresse de leur montrer que vous comprenez leurs enjeux, plus en fait cette marque employeur va se développer. Et même ceux qui n'étaient pas engagés au premier tour, c'est-à-dire vos premiers entretiens individuels revisités, en fait, ils vont voir ce qui se passe pour les autres et donc ça va continuer de se développer. Donc la discussion à la machine à café ne va plus être de toute façon les entretiens annuels, ça sert à rien, c'est chiant, en plus l'outil il est encore bloqué, je ne sais pas quoi. Ça va être
Moi, suite à l'entretien individuel, c'est vrai qu'on a parlé de mon besoin j'avais envie de me projeter sur tel métier. Et avec mon manager, on a eu une discussion très concrète sur ce qui me manquait aujourd'hui, comment je pouvais aller là-dessus et quelle formation on pourrait envisager. Donc voilà, ça c'est sur les échanges. Après, nous, on a des modules autour, comme je disais, de la gestion de la formation. Là, les ROI sont très clairs. La formation, je ne vous donne pas le coût que ça coûte, vous le connaissez tous par cœur, mais ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise. Le fait de dire « je suis capable, avec plus de certitude, de donner les bonnes formations aux bonnes personnes au bon moment », évidemment, en fait, votre ROI, là, il sera très fort. Vous avez chez Elevo je sais pas, des indicateurs pour essayer de factualiser, de quantifier la chose. Est-ce que vous avez des indicateurs je sais pas, de taux de satisfaction, je sais pas si de taux d'engagement? Alors, si, exactement. C'est quelque chose qu'on suit de très près depuis le début, un peu à tous les niveaux. Alors, on en a un premier qui est très important pour nous, qui est le NPS. Donc, le NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est une mesure qui vient voir à quel point nos RH qui utilisent la plateforme sont des promoteurs de la plateforme, à quel point ils recommanderaient cette plateforme. Vous pouvez regarder le score, comment c'est calculé en ligne, etc. En gros, c'est un score qui va de moins 100 à plus 100. Et quand on est au-dessus de 0, on est plutôt dans le positif. Quand on est au-dessus de 30, on est dans le très bon. On est vraiment vous avez commencé à avoir une bonne majorité des gens qui recommandent notre plateforme. Alors, vous avez combien? Alors, nous, chez Elevo, on est très contents aujourd'hui. On est à 51. C'est un chiffre qu'on maintient. On navigue entre 48 et 56 depuis plus de 24 mois. Parce que, pour plusieurs raisons, en fait, parce qu'on accompagne déjà de près nos RH et nos entreprises clientes, mais aussi parce qu'on a toujours pris énormément soin dans le produit et dans la manière de délivrer le produit, de s'assurer en fait que l'expérience soit très bonne. Parce que dans tout ça, en fait, on parle aussi d'expérience collaborateur entre les lignes depuis tout à l'heure. Exactement. Alors, merci de nouveau Clément pour votre question. Merci Fabienne, merci Tahar aussi. Je ne les passe pas sous silence, mais c'est parce que en fait la réponse est un petit peu dans l'étape d'après. Mais donc continuez à poser vos questions. Je crois qu'il y avait une question qui était de Clément au tout départ. J'ai dit que j'y reviendrai, mais il vient d'avoir un élément de réponse. Clément posait la question: comment vous différenciez-vous de tous les acteurs techno RH qui proposent des solutions toutes plus performantes les unes que les autres? C'est tout à fait vrai. En fait, il y a un élément très factuel que vient d'élaborer. C'est une très bonne question. Hein. En fait, la plupart des acteurs dans le SIRH vont avoir tendance à multiplier la fonctionnalité. Donc, ce qu'ils vont vous dire, c'est regardez, en fait, j'arrive à tout faire. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire la plupart du temps, c'est qu'ils créent une usine à gaz. Déployer un outil à un collaborateur où sur sa page d'accueil, il a déjà 45 boutons, et ben en fait, déjà, il passe à autre chose à la seconde d'après. Nous, en fait, dès le début d'Elevo, on a mis vraiment en priorité numéro 1 l'expérience d'utilisation. Donc ça, c'est très fort. Et d'ailleurs, on la mesure. Donc, on la mesure chez les admins. Ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'on la mesure aussi chez les managers et les collaborateurs, où on a pareil, on a des notes de satisfaction. On a plus de 80% des personnes qui utilisent la plateforme qui se disent très satisfaites. Donc ça, c'est important pour nous. Et c'est quelque chose qu'on monitore tout le temps et on continue d'améliorer. Par exemple, si vous utilisez un module au sein de votre SIRH, la plupart du temps, les gros éditeurs, ils développent un module, ils le laissent un petit peu et puis après, peut-être ils y reviennent plus tard. Nous, on est vraiment dans une évolution constante de notre produit et c'est pour ça qu'on se focalise en fait avec beaucoup d'attention sur l'expérience utilisateur. En fait, c'est une expérience utilisateur qui est celle qu'on retrouve chez les GAFAM, et sur la partie RH, elle est relativement rare en SIRH. En fait, je fais le lien, je ne veux pas faire le. Et surtout à l'échelle, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est aussi arriver à le faire à l'échelle. Une bonne expérience, oui, on peut le faire sur des outils où on a 10-15 personnes. Maintenant, nous, on doit être aussi on est capable de le faire sur des entreprises de 5000 personnes. Vous avez plusieurs directions RH et vous avez vraiment du volume à traiter. Et nous, on s'assure que même à ces niveaux-là, on reste sur des taux de satisfaction et d'utilisation qui sont extrêmement bons. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il y avait des questions là-dessus aussi, justement. Par quelle étape on doit passer pour pouvoir, en fait, avoir une démarche de talent management qui soit efficiente et de communication et d'échange qui soit aussi performante que celle que tu le prônes? Quelles sont les différentes étapes? Il nous reste moins de 10 minutes, donc je te demande d'aller vite pour je vais booster. Ouais.
en 4 minutes, ça serait bien. Allez, 1 minute par étape. Je vois qu'il y en a 4. Juste avant de faire les étapes, Ouais. désolé, je ne booste pas assez, mais important de se dire qu'un outil ne résout pas tous vos problèmes. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres problèmes qui sont hors des outils. Par exemple, nous, parfois, on vient nous voir, on nous dit tout va mal dans mes entretiens. On fait un petit peu le diagnostic avec eux de comment ça se passe. Et à la question, et en fait, il y a plein de choses qui sont imposées, qui nous disent non, on ne veut pas que les collaborateurs s'auto-évaluent, non, on ne veut pas que les objectifs puissent être discutés, non, on veut que ça soit bloqué. Et en fait, ce n'est pas un problème d'outils qu'ont les clients à ce moment-là. C'est un problème plutôt au sein de leur démarche. Donc, il y a plein de choses en fait qui peuvent évoluer sans outils. Après, à un certain moment, vous êtes obligé de passer par un outil. Comme je disais, importance de le tester. Nous, dans nos démarches, on s'assure de voir avec vous où est-ce que vous en êtes et surtout quels sont vos objectifs. Comme je vous disais au début, notre but, ce n'est pas de déployer un outil chez vous, c'est de déployer un nouveau process, des nouvelles choses qui vont être une réussite, vraiment un projet. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va faire avec vous, diagnostic, s'assurer des objectifs, s'assurer qu'on peut vous proposer quelque chose qui correspond. Parce que si on veut garder, nous, nos taux de satisfaction élevés, eh ben, on va vendre aux clients qu'on sait mettre en réussite, ça c'est très important. Et derrière, évidemment, on va vous accompagner avec notre équipe de Customer Success sur l'élaboration de nouveaux process, sur la mise en place. Et surtout, nous, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que l'outil est déployé, ça a fonctionné, votre première campagne est lancée, on ne s'arrête pas du tout là. On va continuer de vous accompagner et surtout, en fait, de faire du débrief après les campagnes, de regarder comment ça s'est passé, de regarder où est-ce qu'on évolue. Et c'est comme ça qu'on accompagne nos clients qui rentrent chez nous parfois avec juste un besoin de digitaliser l'entretien à l'époque qui reste annuel. Et au fur et à mesure, en fait, on débloque les verrous, on rend cette expérience engageante pour les collaborateurs, on le fait fonctionner. Et derrière, 6 mois après, 1 an après, on va être en capacité, avec la direction de l'entreprise, de faire évoluer les process, de se dire maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus fréquent, on va introduire du semestriel ou du trimestriel. On va aussi introduire des sujets qu'on ne touchait pas avant, sur l'engagement collaborateur, etc. Voilà, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement et de montée en puissance. Il ne faut pas, quand vous choisissez un outil, tout casser dans l'entreprise. Il faut aussi respecter la transition et le changement au sein de l'entreprise. Et tout ça, ça contribue à votre marque employeur. À quel point vos collaborateurs, quand on leur pose la question « Est-ce que mes RH prennent soin de moi sur ces sujets-là ?» Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Donc, l'outil ne fait pas tout. Alors là, venant d'un éditeur, ça me semble plutôt intéressant comme message. Il est structurant, il contribue à la culture, mais ce n'est pas l'essence même de la culture. Donc, il faut aligner tout ça. Je vois qu'il y a 4 étapes. Tu viens d'évoquer la 4e qui me semble effectivement intéressante, qui est cette dynamique d'amélioration continue, si j'entends bien, le suivi, le fait de dire étape par étape, en fait, l'escalier pourrait avoir une 5e marche, 6e marche et de poursuivre et d'aller à la même vitesse que l'entreprise et que les collaborateurs, les managers sont en capacité, et l'équipe RH aussi. Juste sur le diagnostic, c'est quoi l'étape de diagnostic? C'est bonjour monsieur, dame, les DRH ou les managers, vous avez besoin de quoi? Comment vous procédez? Alors, nous, le diagnostic, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire directement chez vous en utilisant nos ressources et un petit peu en comparant avec ce qu'on vous montre être les meilleures choses qu'on voit sur le marché et ce que vous faites chez vous. On a des checklists, on a des questions, on a aussi des exemples de comment bien faire, vous pouvez comparer. Après, par contre, on a aussi chez nous des experts RH qui sont formés sur ces sujets-là et qui vont être capables de venir un petit peu vous interroger et faire ce diagnostic avec vous. On n'est pas sur une prestation de service, on ne va pas vous rendre des slides, etc. Mais on est capable, avec notre expertise, très rapidement, en l'espace d'une demi-heure, 1 heure, de poser un diagnostic qui est assez complet sur où est-ce que vous en êtes et surtout de comprendre vos enjeux. Donc, c'est ça qui est important parce que être quelque part, c'est une chose, savoir où on veut aller, c'est la deuxième. Tu dis très rapide, l'ensemble du process, enfin, alors, pas l'étape 4, parce que mais OK, tiens, moi j'ai un problème. J'ai 500 salariés, je suis DRH, j'ai envie d'être rentré dans cette dynamique d'échange et de communication et éviter cette notion rébarbative des entretiens annuels où c'est important de cocher les cases du légal, mais ce n'est pas que ça, surtout en 2022. Ça me prend combien de temps? Ça peut aller très vite. Quand l'entreprise est dans une démarche de changement, la partie diagnostic, même objectif stratégique, etc., ça, on parle d'un appel ou deux, vraiment. Après, souvent, ce que les gens craignent, c'est la mise en place.
Ils se disent, voilà, déployer un nouvel outil, la mise en place technique, le changement, etc. Alors, je tiens à vous rassurer, les technologies d'aujourd'hui sont plus celles qu'elles étaient hier. Nous, aujourd'hui, on est capable de déployer des espaces sur des entreprises de plus de 500 personnes en même pas 1 heure. On a des connecteurs à tous les SIRH du marché. On peut se connecter à ADP, on peut se connecter à Lucas, etc. Et en fait, on est très, très rodé là-dessus. Et donc ça, c'est notre aspect startup. Mais ça prend combien de temps? Parce que c'est vrai que sur une entreprise de 500 personnes, en gros, en quelques semaines, on peut faire tout le parcours. Ça, il y a, jusqu'au numéro 3 en tout cas. Oui, ok, oui, bien sûr. Ça, on est tout à fait en capacité de le faire. En règle générale, une entreprise, elle va évaluer le 1 et le 2 pendant 3 à 5 semaines parce que ça va être son process d'achat. Pour la partie déploiement, une fois qu'on a choisi, on va être sur entre 3 et 5 semaines. Pour autant, juste un petit mot, ce n'est pas parce que c'est rapide qu'il faut s'y prendre 5 semaines avant le lancement de sa campagne d'entretien. Parce que d'une part, ça serait stressant et d'autre part, c'est quelque chose d'important. On n'est pas en train de juste valider, je ne sais pas ce que j'allais dire, mais en tout cas, on est sur quelque chose qu'il faut anticiper. Et ce n'est pas parce que ça nous prend 3 semaines qu'il faut les faire les 3 dernières semaines. Il y a un process, il y a le pré-onboarding en fait. Le pré-boarding en fait de la démarche, ça demande un peu d'acculturation là aussi, encore une fois, sur le sujet. On va prendre les questions. Je vais te demander un exercice impossible de faire du oui-non en 20 secondes à chacune des questions. Céline te pose la question, pouvez-vous vous connecter à Talentsoft? Oui. Bon, si toutes les réponses pouvaient être comme ça serait très rapide. Flavia te pose la question, comment choisir le bon modèle de performance pour son entreprise, 9box Grid ou autre? Comment? C'est une très bonne question. En fait, il ne faut pas se dire qu'il y a une seule réponse à tout ça. 9box Grid, c'est une façon de mapper un petit peu des choses. 9box Grid, ce n'est que en fait, poser 2 questions et du coup pouvoir mettre les gens sur une matrice. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est parfois un peu réducteur de se dire qu'il n'y a qu'un seul modèle pour faire sa performance. Il faut surtout que ça soit adapté. Donc là, Flavia, à moins de pouvoir vous parler en direct et d'établir ce diagnostic et vos objectifs, ce serait compliqué de vous dire, mais il y a plein de modèles qui peuvent fonctionner. Merci. Clément te pose la question suivante. En tant qu'éditeur de logiciels, comment contribuez-vous à l'accompagnement de vos clients en termes de conduite du changement? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous faites tout vous-même? Est-ce que les 4 étapes-là, on fait tout nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes. C'est important pour nous qu'on soit auprès de nos clients sur toutes les étapes. Comment on les accompagne sur le changement? Plusieurs choses. Du coup, on va avoir quelques contenus de communication qui vont être préfaits pour vous pourrez personnaliser, etc., pour vous aider dans cette conduite du changement, dans l'introduction d'un nouvel outil, d'un nouveau process, etc. Donc ça, on le fait beaucoup, on sait le faire. Et surtout aussi, ça passe dans la manière dont nous, on a développé l'outil. En fait, la conduite du changement, elle est lourde quand le changement est difficile à adopter. Si aujourd'hui, vous allez lancer Elevo dans vos entreprises sur une entreprise où le périmètre de gestion de la perf et des entretiens ne fonctionnait pas bien, en fait, le changement sera tellement bien accueilli que ça sera assez facile. Voilà, Clément. Fabienne, pouvez-vous donner des exemples concrets d'actions à mettre en place pour motiver les équipes, notamment dans le cadre des entretiens? La première, c'est refaites vos modèles d'entretien. Le premier des motivateurs, c'est de lire la question et de se dire « j'ai absolument rien à répondre à ça » ou désolé pour la vulgarité, ça m'emmerde de répondre à ça. Faut vraiment se remettre à la place des gens, c'est la première chose. La deuxième, incluez à l'intérieur de vos entretiens des questions, par exemple, peut-être sur l'engagement, sur la motivation, etc. Et faites-en l'analyse post-campagne. Donc ça sera plutôt dans la partie, comme je disais, cercle vertueux. Et rendez-en compte à vos collaborateurs et mettez en place des actions pour aller dans la bonne direction. Dernière question, je suis désolé parce qu'on est pris par le temps. Tard te pose la question, on parle de fonction stratégique, mais reste que des entreprises ne possèdent pas de plan de gestion de carrière. Est-ce que tu constates que des entreprises ne possèdent pas de gestion de carrière? Alors, il y a des entreprises qui ne le possèdent pas de manière formalisée. En fait, aujourd'hui, on se dit un plan de gestion de carrière, il faut que j'ai mon document, etc. La réalité, c'est que dans toutes les entreprises, même les plus petites, il y a toujours des discussions autour de la carrière et de l'évolution des collaborateurs. Donc, même si elle est par-ci, par-là. Donc, il ne faut pas se mettre trop de pression sur le fait qu'on n'a pas défini le Graal, on n'est pas comme Total et on n'a pas tous nos documents. Ce qui est important, c'est commencer, assurez-vous d'avoir les bonnes discussions. Et
Et après, on améliore en continu, en fait. Mais vraiment, tout à l'heure, je blaguais sur la notion de, vous pourriez vous appeler, parler, entretien, mais vraiment, on a cette dynamique d'échange et de partage, d'écoute active et sincère de l'autre. Dernière question, Adama te pose la question. Je dis que c'était la dernière, mais en fait, comme celle-là me semble être rapide pour y répondre, au même titre que tout à l'heure, est-ce qu'on peut se connecter à Taleo? Exactement. On n'a pas plein de connecteurs natifs et puis on a aussi des connecteurs universels. Donc, on sait vraiment se connecter partout. Il ne nous est jamais arrivé d'avoir un client chez qui on n'a pas pu se connecter. Voilà. Alors, 2 questions pour terminer ce webinaire, et ça me semble particulièrement important parce qu'on termine toujours les webinaires là-dessus. Ton coup de com' et ton coup de cœur. Alors, mon coup de com', ça va être sur du contenu parce que c'est quelque chose où on met beaucoup d'efforts chez Elevo de partager du contenu et de partager notre expertise de manière gratuite. Donc là, on est en train de travailler sur justement un livre blanc sur la fonction stratégique des RH qui sort en septembre. J'ai lu quelques-unes des premières interviews qu'on fait avec des DRH de top entreprises. Ça va être ça va être super. Donc, je vous invite à vraiment vous inscrire sur nos réseaux sociaux pour avoir ça en direct. Je suppose que vous avez une newsletter ou s'inscrire sur la newsletter. Exactement, voilà. Okay. Ou télécharger un premier contenu chez nous et puis on vous dira quand ça sort. La deuxième, le coup de com', si en attendant, vous ne pouvez pas attendre, on en a parlé tout au long, on vous propose des trames d'entretien, des modèles de questions, des outils qui sont préfaits en fait, que vous pouvez déployer aujourd'hui dans votre entreprise. On va vous mettre le lien dans le chat. Voilà, Camille nous a partagé directement sur notre site elevo.fr. Super. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur du moment, alors je suis désolé, je vais passer pour un fanatique, mais c'est vrai que je suis fan de Star Wars. Et il y a la série Obi-Wan Kenobi qui est sortie récemment. Et c'est un moment de l'histoire qui me passionne, que j'avais toujours voulu voir. Et je suis assez fasciné. Je ne sais pas trop comment le raccrocher à notre sujet du jour, si ce n'est que peut-être que du côté obscur de la Force, on est dans un milieu où il n'y a pas d'échange pour le coup. Hein, on est très directionnel. Il y a très peu de liberté qui est laissée aux collaborateurs, on va dire, à tous ces Stormtroopers. Là où du côté de la rébellion, on est plutôt dans... On va donner à chacun la possibilité de s'exprimer et de se développer. C'est effectivement du côté de la rébellion, il y a une dynamique d'altérité qui est assez forte, qui correspond à celle que prône Elevo, alors que de l'autre côté, le côté obscur, il me semble qu'on a plutôt une armée de clones. Donc ça revient bien à notre sujet. Exactement, et ça vient de la direction. Parce que c'est pas les gens tout en bas de l'échelle qui font le mouvement, il faut que ça parte de la direction RH stratégique. Magnifique. Écoute, merci beaucoup Thibaut. On aurait encore beaucoup de choses, beaucoup de questions à te poser. Merci infiniment pour ta présence ce matin à nos côtés. Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 7 avril prochain. Ça arrive très vite pour un événement exceptionnel qui s'appelle RH en scène et qui, comme son nom l'indique, se passe sur la scène, au pied du Pont Neuf, avec, on a le plaisir de recevoir 150 DRH, c'est réservé aux DRH, sur une péniche arborée en la présence de Muriel Urtis, qui nous parlera de l'importance de la communication. Muriel Urtis, championne du monde d'athlétisme et médaillée olympique. Et je vous donne également rendez-vous le 8 avril prochain pour le prochain webinaire, toujours à 11h. Qui aura pour thème, et c'est dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer ce matin, DRH, centre de coût ou centre de profit, à vous de décider. Et j'aurai le plaisir d'échanger avec Sébastien Elvira de la société SD Works sur cette thématique. Merci encore une fois Thibaut de ta présence et de ton expertise ce matin. Merci Thomas. À bientôt et surtout, portez-vous bien.